est une société, la société Mazurel Polycartonnage, qui est implantée à Saint-Léger-du-Bourdonny depuis 1932. Dans des locaux que je vais définir, en pleine ville, sans zone industrielle, avec une petite rue difficile d'accès pour les semi-remorques, avec un magasin coincé entre les habitations à 200 mètres des ateliers. Et on est sur une île, c'est-à-dire entre deux bras de rivière, en pente, et avec des ateliers qui se sont construits au fur et à mesure des temps, entre 1860 et 1950, puisque c'est une ancienne filature, c'était une ancienne filature de lin. Nos vieux locaux ont depuis toujours été pénalisants. On a pu renouveler le matériel, on a pu vivre, on a pu survivre selon les époques, mais on n'a jamais pu sauter le pas, c'est-à-dire s'installer dans une zone industrielle et sur des locaux adaptés. Dans le cadre des recherches, j'ai été amené à rencontrer un consultant qui travaillait pour la mairie de Forges-l'Isle et qui cherchait à implanter une PME d'environ 50 personnes pour compléter leur activité industrielle et leur zone industrielle. Donc à partir de là, ils nous ont proposé un bâtiment en location qui correspondait à nos besoins. Et donc à ce moment-là, on a sauté le pas et on s'est dit, puisqu'on a une solution, ça fait tellement d'années qu'on attend, il faut y aller. Tout le domaine de la construction a été pris en charge par la mairie qui construisait. Nous sommes intervenus simplement pour le positionnement futur des machines, donc des massifs ou des fosses pour l'évacuation des déchets. On a indiqué ce qui serait bien pour nous, mais nous ne sommes pas maîtres d'œuvre ni maîtres d'ouvrage. La réorientation des produits s'est faite parallèlement à la recherche de locaux. Ça correspondait à une demande de la clientèle et à un souhait de spécialisation de notre part pour se positionner en complémentarité de nos confrères et non pas en opposition. Ils sont généralement beaucoup plus gros et on n'avait pas la taille pour lutter contre des confrères qui avaient des moyens financiers et capitalistiques plus importants que les nôtres. Donc on a recherché un secteur qui correspondait à notre taille et à nos moyens. Quand je suis arrivé chez Mazurel Poly, j'ai pris en route l'organisation des flux sur le site de Saint-Léger. Assurer le quotidien, c'est la priorité des priorités, puisque il faut bien que l'entreprise puisse vivre pour pouvoir envisager un avenir. Ensuite, je dirais que c'est un petit peu un frein à la mission de concepteur, et donc là, je dirais qu'il faut pallier et il faut attribuer un ordre d'urgence. Ceci dit, l'objectif, c'était de pouvoir déménager bien, c'était pas de déménager vite et mal. Au moment de la construction, ça a été parmi le personnel, je dirais, une certaine inquiétude vis-à-vis de la distance, une inquiétude vis-à-vis du changement de lieu de travail. Et puis ça a été un accompagnement nécessaire tout au long du projet. En CE, on avait essayé d'imaginer ensemble combien de personnes ne suivraient pas. On était tombé sur 8 à 12 et il y en a eu 17. Le projet, on l'a vécu plus ou moins bien. C'est la distance au début qui nous a vraiment arrêtés. Bon, maintenant qu'on est sur place, qu'on voit les locaux, on est quand même mieux qu'en bas. Il faut avouer que c'est un avantage, mais sinon, le principe est le même. Les machines, tout. On est plus ensemble, si vous voulez, on est plus un groupe. On sent bien quand même qu'on est plus. Puis les locaux, les murs sont plus agréables quand même. C'est l'avantage qu'on a par rapport à Saint-Léger, sinon le boulot c'est le même. Le projet de forge, je dirais qu'il y a eu toute la première phase, qui a été la phase d'établissement d'un cahier des charges. Donc mini cahier des charges adapté à notre besoin tel qu'on le connaissait. La deuxième phase, ça a été de la prise en compte du projet par l'architecte et l'aboutissement à un bâtiment sur plan et à la définition de dossiers de consultation des entreprises. Nous avons donc ensuite vu commencer à voir le bâtiment sortir de terre. Ça a été la troisième phase. On a participé, à toute la partie spécification technique interne du bâtiment. Et donc la quatrième phase, c'est l'aboutissement du projet. Pour les compétences extérieures, on a eu une très grande aide de la CRAM, qui est intervenu dès le début du dépôt du permis de construire. Ça a été un suivi régulier
un suivi avec le médecin du travail, un suivi avec le CHSCT, qui pour une société de notre taille est un CHSCT qui fonctionne, à qui il est confié des tâches de réflexion et d'action. Majorel a toutes les caractéristiques pour avoir un projet difficile, c'est-à-dire que c'est une PME, donc avec des moyens financiers limités, avec une structure limitée, avec aucune expérience en termes de conduite de projet. Ce qui amène un montage avec un maître d'ouvrage et une municipalité, donc ils ne sont plus décideurs. Et c'est peut-être là où on peut les éclairer, c'est-à-dire les éclairer sur le rôle des autres acteurs du projet, et puis les aider sur la manière d'appréhender les problèmes, et en particulier tout ce qui touche à la prévention des risques et à l'amélioration des conditions de travail. Puisque la sollicitation initiale de l'entreprise était les TMS, j'ai orienté l'entreprise vers l'ergonomie. Bon, dans un premier temps, j'ai regardé avec mes collègues la faisabilité, et notamment en fonction du délai qui était extrêmement court. Bon, mes collègues n'ont pas pu répondre favorablement, donc c'est là que j'ai proposé à l'entreprise de faire appel à un ergonome extérieur, et pour un peu emporter la décision et aider financièrement, je lui ai proposé de l'accompagner avec un contrat de prévention sur cette mission. Sur les méthodes de l'ergonome, on a eu quelques surprises au départ, puisque je dirais nous n'étions pas en phase entre l'ergonome qui était là au départ pour observer et nous qui pensions que l'ergonome allait pouvoir nous apporter une solution rapide et toute faite sur la gestuelle à adopter. Et c'est là où on a pu se recadrer et se remettre en phase pour pouvoir aboutir à tout un cheminement d'aménagement de postes, une démarche d'aménagement des postes de travail. Donc j'ai été appelé dans l'entreprise Mazurel-Pollet suite donc à l'intervention de M. Cotel de la CRAM et qui avait pointé le problème de TMS avec M. Cavin, le directeur technique. Dans l'entreprise, ce qui a peut-être dérangé l'employeur, c'est le fait que, intervenant dans un délai relativement court, je suis allé tout de suite sur les postes de décortiquage, regarder les gens travailler, essayer de comprendre ce travail et en rendre compte. Mais sans doute que le fait que l'employeur n'avait pas trop l'habitude de fonctionner avec ce type de pratique ergonomique, il a fallu mettre de l'huile dans les rouages, essayer de faire comprendre la logique d'intervention de l'ergonome. Et une fois ce travail fait, et moi-même respectant des règles convenues ensemble, ça s'est bien passé. Mon positionnement dans le projet a été bien sûr de rentrer sur la demande, mais finalement une demande en cachait une autre, du moins il a fallu les traiter en rentrant par le décortiquage, par les problèmes de dos, par les problèmes de TMS. Ensuite, ça nous incitait tout naturellement à remonter sur l'amont, c'est-à-dire la conception des outils, la conception des points d'attache, etc. Ensuite, il y a eu un travail d'accompagnement autour de la réalisation de la maquette et de son utilisation, puis des aspects d'aide à l'entreprise dans les simulations, et puis, dans une phase ultérieure, d'aide au déménagement. On a essayé de prévoir au centimètre près l'implantation des machines, des plus grosses machines, et ensuite de rentrer dans une période d'accompagnement des réalisations et d'un soutien à une sorte de hiérarchisation qui est le fait de l'entreprise, mais qui doit être soutenu aussi par des conseils extérieurs. C'est vrai que le rôle que j'ai pu avoir sur ce projet, bon, au départ c'était directement lié à la sollicitation de Cavin sur les TMS, donc de l'orienter vers un ergonome. Bon, il avait également à un certain moment donné aussi évoqué le problème du bruit. Donc là, je l'ai orienté vers, bon, dans un premier temps, un travail, nous, avec le CIRCOP, qui est notre labo de mesures physiques. Et dans un deuxième temps, pour peut-être aller plus loin dans l'analyse du problème, avec un acousticien.
pour que l'acousticien accompagne aussi l'entreprise sur l'identification des sources de bruit, les résolutions et puis un bilan final pour voir si effectivement dans le nouvel atelier le problème était pris en compte. Les autres problèmes qui ont été soulevés ont été lorsqu'on a rencontré avec Cavin l'architecte sur une première lecture des plans APS où effectivement il y avait des sujets qui sautaient aux yeux. Pour quelqu'un qui a un petit peu l'œil préventeur, c'est par exemple le bâtiment était construit sous une ligne électrique, bon, chose qui pour nous n'est pas tellement souhaitable. Autre point par rapport à ces premiers plans, c'était les circulations extérieures, où il y avait des petits traits bien serrés pour pouvoir éventuellement venir en vélo, mais sûrement pas avec un smermorque. Donc c'est des points qu'on a évoqués avec l'entreprise pour qu'elle s'approprie ces problèmes et éventuellement les porte auprès du maître d'ouvrage qui était la mairie et l'équipe de concepteurs. On s'est dit, avec un ergonome, cette personne va pouvoir nous apporter la gestuelle et dans 2 mois ou 3 mois, on saura très bien décortiquer. Finalement, je dirais qu'au cours d'un certain nombre d'échanges, je dirais qu'on a évolué parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi facile ou aussi simple que cela. Je dirais que l'approche ergonomique est plus une étude, une observation, un échange avec les opérateurs, avec tous les facteurs périphériques pour pouvoir aboutir à une réflexion complexe et à des solutions progressives. Au poste de décortiquage, lorsque on a un regard seulement sur les mains, les gestes, on s'aperçoit que le risque trouble musculo-squelettif devrait être maximum. Or, dans l'entreprise, il n'y a pas de TMS déclaré, même s'il y a des souffrances et peut-être des prémices. Et sur l'ensemble de l'activité, on s'est aperçu qu'il y avait des facteurs protecteurs et qu'il était intéressant pour l'entreprise, dans son projet, de maintenir, voire optimiser un peu plus ces facteurs protecteurs, qui sont d'abord l'aide à la manutention, et puis une contremaîtresse qui sait partager le travail entre des piles dures à décortiquer et des moins dures, de façon à ce que l'ensemble des décortiqueuses soit traité de façon équitable. Et tenir compte de cela favorise du reste cet aspect d'entente, de bonne ambiance. Donc ces facteurs protecteurs, on a dit à l'entreprise, attention, veillez bien à ce que dans votre projet, vous les sauvegardiez. Un autre aspect de l'étude, plus spécifiquement de ce qui rendait le geste dur, difficile pour les décortiqueuses, ça a été de mettre l'accent sur la qualité du travail fait en amont du décortiquage, sur les autoplatines. Et par exemple, la question des points d'attache, c'est-à-dire ce qui relie le carton à la feuille de carton, sa dureté peut varier simplement du 1 au 5. C'est donc très important d'améliorer la régulation qu'il peut y avoir entre le point de vue des décortiqueuses et le point de vue des gars qui travaillent sur autoplatine, qui peuvent être contradictoires parce que les gars sur autoplatine, ils ont plutôt intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de points d'attache, ce qui évite que tout se détruise et dérègle leur machine en cours de fabrication. Donc créer un lieu où ça puisse être discuté, et là l'entreprise a bien réagi. De même qu'ils ont amélioré le système d'éjection automatique de petits intervalles de carton qui étaient gênants justement au niveau du décortiquage. Donc on a eu une réflexion sur l'amont du décortiquage. Bon, tout ça reste à parfaire, mais ça va dans le bon sens. Sur ce qui concerne les produits dangereux, il y avait déjà eu des prélèvements de notre labo de chimie sur l'offset en particulier pour voir et quantifier les émanations de solvants. Donc c'est quelque chose qu'on a continué à accompagner. Bon, il se trouve que le projet de forge, il y a une modification du process, c'est-à-dire que l'offset n'est plus en 5 couleurs et en 2 couleurs, donc ce qui réduit énormément les risques. Et bon, il y a aussi traitement ici à Forge, de la prise en compte du stockage des produits, du lavage des cols. Bon, c'est des choses qui sont venues naturellement de la part de l'entreprise. Le décortiquage était avant le 3e stade de la fabrication, puisque globalement on a impression, découpe, décortiquage et collage.
L'opération de lier, décortiquage et collage a permis d'éviter une étape de manutention qui montrait une certaine pénibilité. On l'a d'abord testé. On n'a pas dit c'est la solution miracle dès le départ. Il a fallu travailler sur l'amont, sur l'aval, c'est-à-dire travailler sur les facteurs de découpe, améliorer la découpe, améliorer ou repenser les outils et les paramètres de conception des outils de découpe. Et il faut aussi travailler de l'autre côté au niveau de la colleuse sur l'aspect régulateur du conducteur de colleuse qui doit régler ses paramètres machine en fonction de la cadence des personnes qui décortiquent. Il y a eu des aspects totalement acceptés, il y en a d'autres qui n'ont pas été acceptés. Par exemple, quand nous suggérions de rehausser les autoplatines de façon à ce que l'opérateur puisse travailler debout et non pas à genoux, nous n'avons pas été suivis. On est toujours obligé de retourner sous la machine selon les montages pour régler les contre-aiguilles afin de bien pincer les déchets. C'est vrai qu'on est toujours à genoux sous la machine. On espérait qu'avec le tapis, on soit debout sous le tapis, avec une sécurité qu'on avait demandé. Bon, ça s'est pas fait. Alors c'est une espèce de trappe, donc on a le principe d'être toujours à genoux. Quand je pourrais plus, hein. Mais c'est vrai qu'on est toujours à genoux. Et puis plus ou moins, là, les éjections, comme la machine est bien posée au sol, à Saint-Léger, elle était surélevée. Donc les éjections tombent un petit peu mieux. C'est vrai qu'on est moins dessous, mais on y est quand même. Une question était de savoir est-ce qu'on fait un point de rupture de cette question-là ou est-ce qu'on accompagne malgré tout l'entreprise au-delà. On a accepté de continuer l'accompagnement et là, il est très clair de mon point de vue que l'entreprise prend ses responsabilités et si nous sommes là, c'est aussi peut-être pour rappeler qu'il faut que les choses soient actées et se réalisent un jour. Quand on est sur ce type de projet, on est seul. Et il est extrêmement intéressant de pouvoir échanger sur les éclairages différents, vécus de l'intérieur par l'ergonome, vécus de l'extérieur par la crame, chacun un petit peu avec son savoir-faire et son angle de vue. Et ça permet également d'échanger sur les stratégies. Bon, je crois que c'est tout à fait pertinent pour l'entreprise de pouvoir croiser comme ça les différents éléments et c'est extrêmement positif. Le cahier des charges général, c'est déjà définir les besoins matériels concernant l'enveloppe du bâtiment. Donc ça a été d'abord réfléchir sur un flux de production et à partir de ce flux de production, définir le bâtiment pour introduire le flux à l'intérieur. Donc ça a débouché sur un plan de principe qui a été validé en direction avec M. Mazurel. Et ensuite, l'établissement, à partir de là, du cahier des charges correspondant au plan définitif adopté. Tout le domaine de la construction a été pris en charge par la mairie qui construisait. Nous sommes intervenus simplement pour le positionnement futur des machines, donc des massifs ou des fosses pour l'évacuation des déchets. On a indiqué ce qui serait bien pour nous, mais nous ne sommes pas maîtres d'œuvre ni maîtres d'ouvrage. Et nous ne pouvions même pas envisager l'évolution au moment où les premiers plans ont été faits de notre activité. Donc ça s'est fait au fur et à mesure du projet. L'intérêt de l'analyse ergonomique, c'est de fournir aux concepteurs, au bon moment, des pistes de solutions, si possible formalisées en termes de cahier des charges ou de documents programmes. Et là, on a pris un peu le projet en marche, mais on a compris qu'il fallait très tôt dire des choses sur ce qui impactait le gros œuvre. Par exemple, cette saignée qu'il fallait faire dans la sole de béton et ce tapis d'évacuation des déchets devant être polyvalent à la fois pour les machines autoplatines et pour le secteur de décortiquage, venait rigidifier l'ensemble de l'implantation et de l'espace. Donc il ne fallait pas se louper sur cette implantation-là. Ça a été un peu vite, on a donné quand même des conseils pour que le gros œuvre implante ça de façon intelligente et tout en laissant des possibilités ultérieures. Ici, un local fût qui a été réalisé avec un seuil de rétention
Ce local avait été demandé de plein pied pour pouvoir rentrer et sortir librement. Charge à nous de mettre des bacs de rétention sous les fûts. De ce fait-là, l'architecte a créé une marche, un bac de rétention et maintenant nous sommes obligés de faire des péripéties pour pouvoir manutentionner les fûts et les amener à l'intérieur du local. C'est-à-dire amener un transpalette, mettre une palette vide à l'intérieur du local, prendre le Fenwick pour rentrer la palette avec les fûts pleins et ensuite manutentionner manuellement à l'aide d'un transpalette la palette de fûts à l'intérieur du local. Donc ici une poutrelle pour pouvoir suspendre un palan et qui avait été pensée et qui se justifiait dès lors que nous n'avions pas de seuil. Maintenant qu'il y a un seuil, la poutrelle s'avère totalement inutilisable. Donc il a été conçu un local ben en contrebas de l'atelier pour pouvoir remettre directement nos déchets en vrac dans une benne ouverte. Pour pouvoir ce faire, le local ben s'est trouvé enterré de 2,13 m dans le sol. Pour cela, l'architecte a conçu une arrivée des camions et avec un caniveau qui, à l'entrée du local, se situait 20 cm au-dessus de l'intérieur du local. Donc nous avions émis, je dirais, des plus amples réserves parce que ça nous semblait aberrant de se retrouver avec un local plus bas que le niveau extérieur. Ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que courant du mois d'août, nous avons été inondés dans le local ben. Et donc seulement à partir de là, nous avons repris les discussions avec le maître d'œuvre qui a en fait procédé à l'enfouissement du caniveau pour arriver au niveau du local ben. L'analyse et le positionnement des personnes et des machines s'est fait au fur et à mesure, je dirais presque de la construction. Ça a été une évolution dans le projet plutôt qu'un projet brut de brut qui n'évolue pas et qu'on installe. Je dirais que le projet a suivi l'évolution de nos productions. Pour le moment, nous sommes dans une situation provisoire puisque nous avons amené le gros des caisses américaines, un peu de matière, du produit fini, mais tout n'est pas encore organisé. Donc c'est une situation provisoire, une situation d'attente pour laquelle nous reprenons le travail d'aménagement en liaison avec les opérateurs sur le terrain. Et ça fait un mois que vous avez déménagé, un peu plus même. Oui. Et donc, pourquoi ça prend tant de temps finalement de remettre les formes en place, par exemple? La priorité donc est donnée à la production. Il faut d'abord pouvoir assurer et vivre au quotidien. À partir de là, le temps qui nous reste pour défaire nos valises, entre guillemets, c'est le temps que l'on peut essayer de générer ou de se libérer à quelques moments. Mais ceci dit, nous ne disposons pas d'un temps élastique qui permette de dire dans une semaine, nous aurons mené à bien l'action de ranger toutes les formes de découpe. Le personnel a bien été attentif à l'étude, il a été craintif aussi au début et une petite équipe s'est mise en route autour du CHSCT et en plus des salariés qui se sont joints au groupe. Et je dirais que cette étude, on peut dire, a été constructive aussi bien dans la conduite du projet que dans l'étude des postes de travail. Donc l'objet, c'est le bilan sur l'aménagement des postes de décortiquage traditionnels et des postes de décortiquage avant collage. Donc suite à l'observation des postes que nous avons fait en atelier, le but c'est d'établir un premier bilan. Oui, maintenant l'élévateur devra venir ici, juste au ras de la table. Poser sur la table, faire la mesure et ensuite emballer donc sur une table plus grande ou sur deux tables. Donc ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que quand la personne ferme les cartons, ça pose... Si la personne qui ferme les cartons, si elle est gauchère. Ah oui, d'accord. Donc, C'est-à-dire que oui, c'est parce que tout à l'heure avec une table, on était un peu trop près de celle qui décortiquait, voilà.
Ça vaut mieux total, c'est plus modulable. Didier, les rallonges... La sécurité, les cartons qui sont trop lourds, les rallonges, elles cassent, elles tombent. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois de... Vous en servez plus, les rallonges? Non, Donc là, a priori, pour vous... Ce qu'on a vu là tout à l'heure, pour nous, enfin pour moi, c'est bien. Oui, c'est bien. Au niveau du décortiquage, j'ai fait du décortiquage à cette place-là, pour moi c'était bien. J'ai fait là du décortiquage emballage, c'est pareil, c'était bien. À deux places différentes, j'étais pas la même... Vous étiez à gauche et un coup vous étiez oui, à droite. Oui, moi ça me gêne pas. En gauche ou ça me droite, dérange ça doit pas. pas trop... Enfin, pour certaines personnes, Moi, beaucoup de personnes, ça ne doit pas. pas gêner, mais pour d'autres, peut-être que la gauche ou la droite. Mais au niveau terme de décortiquage, je pense pas que ça gêne gauchère ou droitière. Non, je pense pas. Non, je pense décortiquage, non. Donc, de toute façon, machinalement, soit on a le déchet dans une main et la boîte dans l'autre, soit à l'inverse. Donc de toute façon, on a un élément dans chaque main. Finalement. C'est sûr que par rapport à Saint-Léger, qu'on jetait le déchet devant, ça faisait devant, un grand mouvement, il fallait le lancer. On le lançait, on le oui, jetait pas comme ça, il fallait le lancer. Et vous sentez la différence donc, par rapport à Saint-Léger où on lançait le déchet en avant et sur le côté ça va être ici? beaucoup plus C'est mieux. Plus facile. On a déjà moins mal au bras. C'est mieux ici à Forges qu'à Saint-Léger, au niveau du décortiquage. Même au positionnement du travail, c'est mieux ici. Et puis, vu qu'on a gagné sur le sol, parce que bon, il n'y a pas de trou. Le sol est droit, alors déjà on a gagné. D'accord. Alors, je pense que dans ce travail d'accompagnement, il y a quelque chose qui s'opère, qui est du transfert d'approche et de comportement aussi vis-à-vis des problèmes de conditions de travail. Je pense que quand on regarde fonctionner M. Cavin, directeur technique aujourd'hui, par rapport à sa demande qui était d'uniformiser le geste, on a aujourd'hui, je crois, de sa part un positionnement différent. Peut-être une plus grande écoute, peut-être une plus grande compréhension de l'intérieur du travail des opérateurs, et puis l'idée que la discussion autour de l'expertise des uns et des autres est enrichissant pour tout le monde, l'entreprise, les salariés et son propre statut. C'est positif de mon point de vue. Voilà, donc Madame Drouet, vous êtes décortiqueuse et on va regarder ensemble cette vidéo dans l'idée que vous puissiez nous expliquer un certain nombre de difficultés ou de façons de s'y prendre dans le travail, dans la perspective de faire une aide à l'apprentissage des nouveaux arrivés sur ce poste de décortiquage. Alors vous pouvez peut-être nous dire d'abord si cette pile est facile à décortiquer ou pas? Oui, très facile à décortiquer. Et là, vous êtes rendu compte tout de suite que c'était facile à décortiquer? Ah oui, on le voit tout de suite, parce que déjà la coupe est très bonne. Vous voyez, on prend des grosses poignées, que quand la coupe est mauvaise, on prend des toutes petites poignées. Alors je démarre le plateau, je regarde, je me dis, bon, le plateau est bien rangé, il n'y a pas trop de déchets. 25-30 minutes sur le plateau, et puis bon, j'ai fait les 30 minutes, hein, j'ai dit... Et là, vous avez commencé sur la droite. Ça a un sens pour vous? Pour moi, oui, j'ai un sens. J'ai un sens de travail. Oui, vous avez commencé de ce côté. Il me semble que vous avez une technique là bien particulière du geste. Est-ce que vous pourriez décomposer pour nous ce geste pour bien prendre? Attraper la poignée à deux mains, déjà, ça c'est évident. Prendre d'appui sur le coude. Et puis faire un léger mouvement de torsion pour enlever les points d'attache, qui sont très légers, hein, je dois dire. Là, ils sont très légers. Oui. Et donc, ici aussi, donc, vous avez, en relevant, vous avez décalé un tout petit peu les plaques les unes par rapport aux autres. Et c'est après que vous maintenez et vous tirez. C'est ça, oui. Ils viennent plus facilement comme ça. Et en même temps, vous faites une certaine rotation, hein, ce que vous indiquiez tout à l'heure. Regardez. Vous voyez? Elle creuse. Elle creuse sur l'avant.
Et votre critique, entre guillemets, hein, c'est qu'elle va s'avancer beaucoup trop et va courber sa colonne vertébrale. Oui. Alors qu'elle aurait fait à bonne hauteur, à remonter son élévateur, elle faisait toujours la même hauteur, elle descendait comme ça. Madame Hardy s'y prend différemment hein, pour décortiquer. Oui, parce que Madame Hardy prend par petites poignées. Prend par petites poignées. Alors que vous... Et que moi, je plonge toujours avec des grandes poignées. Et alors toutes les deux, elle dit, mais elle va se faire mal au dos si elle plonge. Et vous, vous dites... Et moi, non. Je me fais pas mal au dos parce que je me maintiens avec la pile qui est devant. Je travaille beaucoup avec la vidéo, surtout quand il s'agit de gestuels. Car le geste est une chose, comprendre le sens du geste et le travail mental qu'il y a derrière le geste ne peut se faire qu'avec les opérateurs. Donc de leur repasser cette vidéo et de faire des arrêts sur image pour comprendre l'activité mentale et de traitement qui commande la gestuelle de façon à bien proposer des solutions qui soient efficaces. Sinon, on passe à côté du sens du geste, de l'intentionnalité que les opérateurs mettent dans ce geste, de choses qui apparaissent qu'à la lecture commune avec les opératrices d'une vidéo. Ceci dit aussi, la vidéo peut servir à l'auto-apprentissage ou l'apprentissage mutuel en disant ben là tu fais comme ça, là tu fais comme ci, tu pourrais peut-être essayer de faire comme ça, etc. Parce que, eh bien, tout simplement, on ne se voit pas travailler et la vidéo offre une médiation. On pourrait rajouter aussi que la vidéo permet à des gens qui sont peut-être familiers des postes de travail, qui les côtoient tous les jours, mais qui ne les observent pas du point de vue du salarié. Ils les observent du point de vue de la technique, du point de vue du produit. Et ce qu'on essaye de faire avec les vidéos, c'est d'entraîner le regard finalement à observer les choses du point de vue de l'activité des opérateurs. Ce qui permet une représentation peut-être plus commune des difficultés et donc de faciliter un langage commun sur les activités de travail. Monsieur Cavin, chez nous, qui est responsable technique, a déjà dans l'esprit que l'ergonomie, c'est une démarche. Chez les salariés, ce sera un petit peu la même chose. Ceux qui ont participé au premier groupe de travail vont prendre l'habitude de travailler en groupe. On ne peut pas parler dans une PME comme nous de cercle de progrès ou de toutes ces choses qu'on voit chez de gros clients, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Et l'ergonomie aura peut-être été, dans ces cas-là, un outil permettant une démarche constructive pour la société et pour ceux qui y travaillent. J'ai travaillé sur maquette avec des collègues de travail. Nous avons réfléchi ensemble et on a demandé aussi l'avis du personnel. On les a fait venir, regarder la maquette, voir s'il y avait quelque chose qui les choquait ou si on avait oublié quelque chose par exemple. Parce qu'il y a des postes qu'on voit tous les jours. On voit les gens travailler dessus, mais en réalité on ne connaît pas le poste. On le connaît que par sa fonction, mais pas dans sa pratique. Alors l'avis du personnel est très important. Nous avons fait des simulations avec du personnel qui était habitué à décortiquer notamment, en positionnant les chariots élévateurs de différentes façons ou les bacs d'éjection des déchets, en simulant le tapis qu'on a ici maintenant. C'est parfois surprenant. Parfois quand on veut améliorer, on pense améliorer et en réalité on complique le poste et finalement il faut s'en tenir qu'à l'avis des gens qui pratiquent sur le poste. Alors proposer une maquette à l'employeur, c'est aussi lui donner la possibilité de faire participer les salariés et faire converger à la fois l'expertise technique, car il y a toujours des gens spécialistes du bâtiment ou des contraintes du bâti lui-même,
et puis des besoins de l'employeur et qui se projettent dans le futur, un deuxième type de logique, et puis un troisième type de logique qui est la logique des utilisateurs directs de ces futurs lieux. Et en même temps, tout ça se fait dans une organisation du travail. Et d'expérience, je sais que la maquette permet à des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler sur plan, de travailler en même temps et permettre d'évoquer des problèmes. Mais ça ne résout pas tout. D'abord, il faut dire que le travail sur maquette nécessite une ressource interne. On l'avait, ça c'était un point positif. Il y a des gens du CHSCT qui m'ont aidé à faire la maquette et qui ont pris totalement le relais. La maquette est un outil qui a été mis en place et qui a été conçu relativement tôt. Cependant, on a commencé à l'utiliser, à la faire vivre avec les opérateurs relativement tard. C'est-à-dire qu'il a fallu dynamiser et arriver d'une part à se libérer du temps et à libérer du temps aux opérateurs pour pouvoir lancer la dynamique, la réflexion, faire vivre, ensuite pouvoir envisager les différentes actions caractéristiques autour de la maquette. Ouais, le souci, c'est d'avoir entre le positionneur dans la colleuse et le décortiqueur la possibilité d'avoir un stock tampon. Hein. Ça, c'est une première chose. Et se pose dans les deux cas le problème de l'évacuation des déchets, en sachant qu'aujourd'hui on évacue en frontal et que ce n'est pas forcément évident. En termes de gestuelle, après, est-ce que ce sera peut-être plus facile en latéral? Du côté des difficultés, c'est que dans mon idée, dans ce projet, l'entrepreneur avait tout en tête et tout fixé. Or, en fait, je me suis aperçu que dans la période, le contexte extérieur a évolué. Nous avons fait évoluer peut-être aussi, en mettant le doigt sur les problèmes TMS, la façon dont l'employeur pouvait peut-être sélectionner certains produits qui allaient occasionner moins de problèmes de risque TMS, et que pendant tout un temps, bien que la maquette soit construite, on n'a pas pu l'utiliser lié au fait qu'il y avait encore beaucoup d'incertitudes. C'est une véritable interrogation aussi, parce que peut-être que les entreprises sont de plus en plus confrontées à quelque chose de mouvant qui leur fait remettre en cause leur process, leur choix de matériel et de produits. L'intérêt de la maquette en tant que concepteur a permis de figer avec les opérateurs le positionnement des machines. La maquette, je crois qu'elle nous a beaucoup aidé, en fin de compte, parce que les machines ont pu être tracées au sol avant le déménagement. On est venu, c'est-à-dire qu'à une réunion de CHS, c'était au lieu que ça se passe à Saint-Léger, on est venu ici directement sur les lieux et on a tracé directement l'emplacement des machines là où elles devaient être. Donc, en fin de compte, pendant le déménagement, les techniciens de chez Bob's, quand ils sont venus, ils savaient exactement où allaient les machines. L'intérêt de la maquette, c'est aussi de pouvoir faire dire par l'employeur ce qui se projette dans l'avenir, mais aussi de conserver cette idée de modularité et en même temps qui puisse s'ouvrir à des perspectives d'avenir. C'est ainsi, prenons un exemple, qu'on a anticipé le fait que les caisses américaines de produits finis puissent être faites dans l'entreprise, ce qui représente un espace qu'il fallait prévoir dès le début. De la même façon, il y a un espace qui est aujourd'hui réservé pour l'implantation éventuelle d'une deuxième machine offset. Bon, un des points noirs qui n'a pas été résolu dans le travail sur maquette, du moins pas résolu à temps, c'est la question du stockage des formes. C'est le local qui avait été prévu au départ pour installer l'atelier pré-presse. Ceci dit, je dirais que les formes de découpe, il faut bien les ranger. Donc sur la maquette où là nous avions déjà vu, suspecter et essayer d'imaginer quelques solutions, les solutions envisageables et que l'on peut aujourd'hui valider, c'est de mettre les outils de découpe dans ce local. Alors cette solution, on peut la valider maintenant, mais on s'est posé beaucoup de questions. C'est-à-dire, peut-on les stocker d'abord dans le magasin? Ceci dit, la partie magasin, on a vu tout à l'heure qu'elle était déjà bien occupée.
Ensuite, pouvoir éventuellement stocker les outils de découpe à l'étage. Alors, là, une contrainte en termes de résistance de dalle plancher. Donc finalement, le meilleur compromis, c'est de ramener les formes dans ce local en rez-de-chaussée. Sur un premier projet, une première hypothèse d'implantation, on s'est aperçu que ça venait complètement gêner le stockage intermédiaire pour en sortie des autoplatines. Et là, les gars des autoplatines nous ont dit surtout pas là. Ils voulaient mettre les casiers de forme à l'emplacement qui est réservé maintenant pour mettre les tirages. Au début, on nous a dit qu'on allait travailler sur des CRI ou des moitiés de CRI pour pas encombrer l'atelier, mais finalement, on se rend compte que par moment, on va découper et ça va rester là pendant 3 semaines, un mois. Donc la place, on en a besoin. Il y a le problème des formes de découpe qui a été mis en évidence sur la maquette. C'est un problème qui est resté un petit peu à l'état latent. On a envisagé différentes solutions. Aujourd'hui, il est en phase d'être résolu. Ceci dit, il est vrai que la maquette a permis de se poser des questions, mais le temps pressait, le jour du déménagement arrivait, et que nous n'avons pas eu le temps de statuer de manière définitive sur l'emplacement des outils de découpe. Lois sur la décentralisation ont fait que le patrimoine judiciaire, qui initialement était géré par les collectivités territoriales, ont été transférés à la compétence de l'État. Donc, au début des années 90, le ministère de la Justice, la chancellerie, se sont retrouvés avec 1 800 000 m² de bâtiments. Donc, lors de la création de la DGPPE, au début des années 90, le premier travail a été de mettre un peu à plat tout ce patrimoine à l'échelle nationale en élaborant des schémas directeurs de programmation. Donc, une mise à plat technique des bâtiments et une mise à plat de leur adéquation à ce qu'on imaginait être les besoins de la justice à l'horizon 2010. À partir de là, on a constaté un certain nombre de dysfonctionnements, techniques ou fonctionnels, et il a été créé une liste d'opérations jugées prioritaires, dans laquelle s'inscrivait Avignon. Le concept du guichet unique de greffe, c'est essentiellement améliorer l'accueil du justiciable dans un palais de justice. C'est-à-dire essayer de définir du point de vue tant organisationnel que matériel un lieu dès l'entrée dans le palais de justice où le justiciable pourra recevoir toute l'information qui lui est nécessaire et également accomplir un certain nombre d'actes de procédure dès lors que ceux-ci n'ont pas besoin d'avoir un avocat pour le faire. Oui, l'introduction du GUG dans le projet a été une difficulté parce qu'elle s'est faite un peu tard. On a dû arrêter la mise en place du plancher réfrigéré, des serpentins de réfrigération, parce qu'on ne savait pas l'emprise qu'allait avoir le GUG. Donc on a vraiment fait ça et à un moment on a dit bon, ben, vous aurez 7 mètres sur 7 dans cet endroit-là et il faudra que ça rentre là-dedans. Donc ça a été une contrainte qu'on a imposée à l'architecte et aux études de programmation parce qu'il fallait que le chantier continue à avancer. La conception du GUG d'Avignon partait, je dirais, de tout l'historique de la mise en place des guichets uniques de greffe. S'agissant de l'accueil du justiciable, nous avons mis en place une commission qui a regroupé des représentants de toutes
les juridictions qui allaient être transférées dans le nouveau bâtiment. Et le travail de cette commission, que j'ai animée pendant près d'1 an, consistait à définir à la fois toute l'organisation de ce service qui allait être un service commun à l'ensemble des juridictions, et d'autre part, essayer de définir comment allait s'organiser le travail au sein du nouveau local d'accueil. Alors les différents acteurs du projet GUG, il y avait évidemment les juridictions. Pour animer leurs travaux, on avait fait appel à un cabinet de programmistes, l'architecte de l'opération, Adrien Fin-Silbert, et pour ce qui concerne le guichet unique de greffe, plus particulièrement l'un de ses collaborateurs, M. Zang, la chancellerie qui était représentée par la mission de modernisation, Mme Massoni, évidemment l'entreprise, ça va également sans dire. Dans ce dispositif, on s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, le travail du programmiste, donc CETEC, n'était pas suffisamment fin pour permettre à l'architecte de travailler de manière efficace dans des délais très courts. Donc c'est la raison pour laquelle, dans ce dispositif qui est le dispositif de départ, on a introduit une mission d'ergonome pour permettre d'arriver à... ce n'était pas la seule raison, hein, mais pour permettre d'arriver à un document de programmation à remettre à l'architecte très précis. La question qui m'avait été initialement posée, c'était est-ce que vous pouvez nous aider à faire un cahier des charges ergonomique pour la conception du guichet unique de greffe? Alors à quelle étape ça a démarré? Le projet de conception du bâtiment était arrêté. L'architecte avait démarré son projet en tant que réalisation, puisque les dalles étaient en train d'être coulées. Je me souviens d'une dalle, je pense que c'était la dalle principale sur laquelle nous sommes, était en train d'être coulée. Et à ce stade-là, s'est posé la question, il y a des éléments de finalisation, de mise au point des postes de travail, comment pourrait-on faire et est-ce qu'une intervention ergonomique aurait du sens? Je crois que ce qui est intéressant de préciser, c'est le fait que c'est une étude qui n'avait pas intégré en amont la mise en place du guichet unique de greffe. Donc c'est un point qui me semble être structurant. Donc finalement, l'architecte a fait un projet initial d'implantation et a commencé à simuler l'implantation des postes de travail. Et c'est à ce stade-là que je suis intervenu. Cette intervention s'est déroulée à partir de 3 moments forts. Le premier, c'était de faire en sorte de trouver une situation de référence pour essayer de voir comment, sur un guichet unique de greffe déjà réalisé, qu'est-ce qui avait pu être mis en place, en quoi cette situation de référence intégrait l'ensemble des attendus, tant d'un point de vue conception des postes de travail que d'un point de vue organisation. Le second moment fort, ça a été à partir des enseignements qui ont pu être retirés de cette phase-là, c'était de les saisir, de les intégrer dans un document diagnostique qui permettait ensuite, dans le cadre d'un groupe de travail, de confronter ces observations à une réalité du perçu et de l'attendu des interlocuteurs qui, eux, seraient impliqués dans le processus de conception et d'utilisation du futur guichet unique de greffe d'Avignon, qui a conduit finalement ce diagnostic à réaliser ce qu'on appelle un cahier des charges de conception. Cahier des charges de conception qui a été mis au point par l'intervenant que je suis et qui a été validé par le groupe de travail avant d'être transmis au concepteur. Donc ça, c'était finalement la troisième étape tout à fait déterminante. Et puis on pourrait insister sur une étape qui l'est tout autant, qui est finalement, c'est comment transmettre des éléments à un concepteur, parce que c'est bien de faire un cahier des charges, c'est encore mieux de penser qu'il intègre l'ensemble des attendus, encore faut-il que le concepteur comprenne ce qui est prévu et qu'on lui explique. Donc, et ensuite, un autre moment fort et tout à fait caractéristique, et qui est déterminant dans un projet, c'est l'aide et l'assistance à la mise au point des plans techniques, de telle sorte que s'opèrent des allers-retours entre le concepteur, le responsable qui a mis au point le cahier des charges et bien entendu les utilisateurs, pour voir en quoi des mises au point peuvent soit apporter une réponse à un problème qui n'a pas été vu, soit au contraire susciter des questionnements qui ne pouvaient pas être émergents initialement. La formulation du diagnostic s'est faite à partir de 2 situations de référence. D'une part, celle de Nîmes, qui a permis de voir un certain nombre d'éléments qui fonctionnaient bien et d'autres dont visiblement il y avait des dysfonctionnements. Et puis une autre situation de référence, c'était la situation de référence du guichet de SNCF d'Avignon,
Donc ça a permis de cibler très rapidement des points qui étaient structurants par rapport aux échanges qui pouvaient être faits avec le groupe de travail. Je pense notamment à la relation usager par rapport au tenant du poste. Je pense notamment à la distanciation qu'il fallait créer par rapport à la zone d'attente pour préserver l'aspect de confidentialité. Je pense notamment aux aspects de régulation en gestion de hauteur pour que chacun des acteurs soit à un niveau équivalent. Et je pense notamment aussi à la problématique de faut-il ou pas avoir un espace ouvert entre l'agent et le justiciable. Je dirais que le GUC, c'est une plaque tournante pour faire en sorte que les gens aient un point d'accès où ils peuvent trouver une solution à leurs problèmes et éviter effectivement de se perdre, on va dire, dans les méandres d'un palais de justice. Donc, le GUG est constitué, on va dire, de 5 fonctionnaires. Donc nous tournons demi-journée accueil, par exemple, le matin, et demi-journée derrière secrétariat et actes juridiques, pour ne pas remplir ces fonctions d'accueil tout au long de la journée, qui en fin de journée sont quand même fatigantes, il faut le dire. Mais c'est vrai qu'il faut une grande disponibilité pour les gens. Et puis c'est vrai qu'il faut garder le contact en permanence avec tous les services. Parce que le GUG, il ne fonctionne pas s'il n'est pas alimenté par les renseignements que nous donnent également nos collègues. Qui est compétent. Je vais vous demander de prendre l'ascenseur au fond à droite et vous montez au TI au 3e étage. C'est qu'on entend très mal les personnes de l'autre côté de la vitre. On est obligé de se lever à chaque fois. Il y a des reflets, on ne les voit pas. Le problème, c'est aussi les communications téléphoniques en même temps que l'accueil. Ça, c'est très, très perturbant. D'accord, ok. Merci. Avec ce système de vitres un peu trop fermé sur nos accueils, effectivement, on est amené à se lever en permanence parce qu'on entend très mal les gens, parce que nous sommes 3 à parler, donc le ton monte au bout d'un moment. Et c'est vrai que le guichet unique à Nîmes, il se situe très près des salles d'audience. Donc quand il y a beaucoup de monde qui est convoqué aux audiences, et au bout d'un moment, on sent qu'il y a beaucoup de monde, la salle n'est pas perdue, il y a un brouhaha qui se répercute à l'intérieur du GUG. Vous rentrez dans le couloir, hein, ça se passe derrière la salle d'audience, là à gauche. Je trouve que ça serait bien d'avoir un contact direct avec les personnes, qu'il n'y ait pas de vitre. Mais mes collègues le ressentent différemment. Enfin, moi, à aucun moment, je n'ai ressenti, je n'ai eu de problème d'insécurité, vraiment pas. 20 septembre, cabinet D. Bon, écoutez, je vais téléphoner. Au niveau des justiciables, je pense que quand la personne elle arrive, ça dépend si elle a un problème un petit peu délicat, elle n'a pas toujours envie que l'autre qui suit, même bien qu'il y ait une ligne rouge qui n'est pas toujours respectée, que l'autre qui suit écoute ce qu'il a à dire. D'autant plus que bien souvent, il y a beaucoup de monde dans la salle, donc la personne est obligée d'élever la voix et c'est très gênant. Donc je pense qu'il faudrait un peu isoler les justiciables à l'accueil pour que celui qui suit derrière puisse voir aussi que bon, il faut laisser celui qui est au guichet s'exprimer sans s'approcher et voilà. Il y a quelquefois des gens qui demandent eux-mêmes à ne pas parler de leurs problèmes au guichet. Ça arrive. À certains, ça ne leur pose pas de problème d'en parler au guichet et d'autres préfèrent que ce soit dans la confidentialité. En termes de restitution des observations qui ont été faites à Nîmes auprès des greffiers qui avaient participé à cette journée de travail, je crois que ce qui était intéressant, c'était de montrer effectivement l'aspect psychologique de la relation et le fait que la façon de traiter architecturalement le guichet n'était pas neutre par rapport à ça. Une personne qui a un problème à exprimer, si elle a le sentiment d'être épiée, elle n'aura pas tendance à l'exprimer avec force, elle aura tendance à parler à voix basse. On se retrouvera là dans des problématiques assez classiques du type la personne au guichet qui se lève pour mieux entendre son interlocuteur qui parle à voix basse pour ne pas être entendu, son interlocuteur qui va prendre des raccourcis sémantiques pour ne pas tout dire, pour qu'un tiers n'entende pas de ce dont il parle. De fait, l'agent greffier n'a pas tous les éléments pour comprendre, et le décodage est de fait complexifié. Des observations de Nîmes, c'était effectivement de mettre en évidence
le fait que pour que les gens expriment une demande, il faut absolument qu'on considère que l'interlocuteur qu'ils ont face à eux, en l'occurrence les greffiers, ont la compétence pour répondre à leurs questions. Et donc selon ça, la façon dont est traité le guichet, soit on considère qu'on a une personne qui a uniquement compétence à orienter, soit on attribue à cette personne d'autres compétences. Le guichet unique de greffe, effectivement, a été mis en place à partir de l'installation du Palais de justice d'Avignon, donc à savoir à partir de janvier 2001. Et c'est vrai que nous avons eu des débuts difficiles parce que le local n'était pas encore établi. C'est un dispositif qui a été difficile à mettre en place, puisqu'il y a en raison d'un manque de personnel. Mais très rapidement, le guichet unique de greffe a pu assurer un accueil de qualité aux justiciables parce qu'il était très bien disposé, puisqu'il est à l'entrée principale du tribunal et qu'il est à proximité des salles d'audience. Je pense que nous sommes dans une première phase, puisque ce guichet a été créé il y a très peu de temps, que finalement, cet accueil tel qu'il est configuré répond bien à la demande. Très concrètement, on peut émettre quelques réserves et les bureaux ne sont pas assez confidentiels et on a énormément de passages compte tenu de l'emplacement. Oui, donc là on peut déjà faire un petit commentaire puisqu'on voit que quand on se positionne ici derrière le bureau, on voit directement ce qui s'y passe en fait. Donc il y a une gestion de la mise en place des lamelles qui est un peu en décalage par rapport à ce qui avait été attendu et qui confirme d'ailleurs ce qui a été énoncé par les utilisateurs, à savoir ce sentiment un peu d'être vu, de ne pas créer une intimité dans cet espace. Et là, c'est un peu la résultante du positionnement des lamelles. Là, il y a une petite modification visiblement de dernier instant qui peut s'expliquer sûrement par une volonté de créer une transparence dans les locaux. Si on continue, on peut aller vers le local technique. Si on y entre, on voit bien les contraintes d'aménagement. C'est finalement un espace très minimaliste. On ne peut pas, dans une fonction espace qui avait deux vertus principales, rangement et point de détente, intégrer autant d'éléments dans aussi peu de surface. L'ergonome apporte quelque chose dès l'instant où il travaille avec les utilisateurs. Même s'il faut être conscient que les gens qui étaient dans les groupes de travail ne sont pas forcément ceux qui aujourd'hui utilisent réellement le guichet unique de greffe pour toutes sortes de raisons, mutations, etc. Et c'est vrai que ça leur permet de réfléchir également à leur organisation. Et en fait, j'ai reçu une circulaire du président du tribunal de grande instance d'Avignon, qui a indiqué qu'il y avait eu un comité de pilotage qui s'était réuni et qui avait donc constitué des groupes de travail pour la construction du futur palais. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on ait été avisé peut-être un peu tardivement. C'est vrai qu'au début, on a été un petit peu surpris que la superficie soit celle qui a été fixée définitivement, c'est-à-dire, je crois que c'était 49 mètres carrés. On a longuement réfléchi pour savoir comment on allait pouvoir mettre l'accueil dans cette petite superficie et que ça a peut-être limité la réflexion et même opérer des changements puisqu'on avait proposé 3 banques d'accueil et que finalement, en fait, il n'y a pu y en avoir que 2. Lors d'une réunion avec le groupe de travail, on avait un plan de référence qui était donc le plan architecte qui avait implanté 3 postes de travail. Et donc la tendance des acteurs, c'est de se dire, puisque les postes sont dessinés, assurément, on ne peut pas y toucher. Et donc un de mes rôles, c'est de montrer qu'on peut désacraliser un plan et retravailler dessus en disant, attendez, il y a certes 3 postes de travail qui sont dessinés, mais si on estime que la place n'est pas suffisante, on va en faire que 2. Avec un feutre, on montre en direct qu'effectivement la situation peut évoluer et montrer qu'un plan n'est qu'un plan, c'est en fait un trait noir tracé sur un papier. À l'époque où nous avons commencé à travailler sur ce qu'on entendrait faire de la fonction accueil chez nous, ici à Avignon, nous étions emparés des expériences qui avaient déjà eu lieu dans 5 ou 6 juridictions pilotes en France, dont celle de Nîmes d'ailleurs.
pour essayer d'aller un petit peu plus loin que ces expériences, en faisant quelque chose peut-être de plus novateur et plus adapté aux besoins futurs de la juridiction. Le problème auquel on était confronté, c'était est-ce que quand la personne va arriver, elle va prendre la personne qui la reçoit comme le guichetier du coin, ou bien elle va pouvoir lui restituer toutes ses angoisses, tous ses problèmes, en toute confiance, et prendre la personne en face d'elle comme un professionnel, et non pas comme une simple personne qui accueille. Et puis, cela va, à mon avis, aussi un petit peu plus loin, cette réflexion d'accueil, parce que cela renvoie à notre organisation interne. Ce que je sais, c'est que les moyens mis à disposition du GUG ne correspondent pas aux moyens que le groupe avait définis. On n'avait absolument aucun pouvoir, mais à la limite, moi, je trouve que ce n'est pas gênant qu'on n'ait pas le pouvoir. On a le pouvoir d'émettre des propositions, puis après, c'est pas nous qui décidons, mais ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que l'intervention d'un ergonome, pour moi, c'était très nouveau, parce que je n'avais jamais travaillé avec des ergonomes. Et c'est absolument indispensable, parce qu'il nous apporte le savoir-faire. L'ergonome qui est intervenu avait étudié ce qui se passait à Nîmes, au guichet unique de greffe. Et cette expérience-là, il a pu nous la restituer, et puis nous faire des propositions. En ce qui concerne la mise à distance, cette réflexion avec le groupe de travail avait conduit à décider d'une mise à distance des personnes qui attendaient. Globalement, la distance devait être d'environ 2,50 m, donc aurait dû se situer dans cette zone-là. L'idée était de faire en sorte que les personnes qui se présentent de façon simultanée n'aient pas tendance à se mettre derrière d'autres personnes qui étaient dans une posture d'échange avec le guichetier. Ce qui nous fait penser que l'obstacle physique, tout en permettant un contact visuel, avait quand même tout son sens pour mettre un peu à distance les personnes. Je crois que cette situation n'est pas stabilisée, elle pourra très facilement évoluer. L'architecte pourrait facilement revenir à des solutions initiales pour intégrer les barrières qui étaient prévues à peu près dans cette zone ici. Un autre obstacle ici, pour faire en sorte que les personnes se situent plutôt dans l'axe, pour ensuite, voyant qu'un des deux postes était libéré, et puis s'orienter soit à droite, soit à gauche, en fonction de la disponibilité de chacun des deux greffiers. Son ex-mari qui vient, donc il faudrait que vous peut-être voir s'il peut me faire une photocopie. Oui, il faudrait voir avec lui en fait, pour avoir une copie. Oui. Sinon, la carte d'identité, je l'ai. Tout ça, en fait, il faudrait que je demande à la tutelle. C'est elle qui a tous les papiers, vous savez. Dans la situation d'échange que l'on vient de voir, on s'est aperçu que l'agent greffier a pu échanger directement avec le justiciable parce que justement la situation le permet. Les feuilles ont pu être ouvertes, elle a pu expliquer le contenu des documents à remplir et l'échange s'est instauré de façon facilitée. On peut mettre là en évidence la différence de conception de ce type de guichet avec celui de Nîmes, où au contraire la glace, le vitrage, la conception, la mauvaise gestion des hauteurs empêchent ce type d'échange. Comment a été décidé de créer des espaces à l'arrière du guichet finalement? Donc l'idée c'était de se dire, on pourra répondre à un certain niveau de questionnement, et si l'agent greffier s'aperçoit que les questions sont plus complexes, nécessitent une relation différente aussi, eu égard au type de problème posé, il pourra inviter effectivement les justiciables à aller en partie arrière et continuer la discussion. Autre point important, c'était de faire en sorte que, comme les justiciables sont dans des situations parfois très difficiles, l'idée c'était de ne pas leur faire répéter leurs demandes et faire en sorte qu'ils continuent à s'adresser à la même personne. Et donc la simulation, c'était confrontation au guichet, invitation sans perdre de regard le justiciable, et l'inviter à passer dans la base arrière, le petit bureau en partie arrière, pour continuer la discussion. Les apports de l'ergonome, c'est une réflexion sur l'organisation. Alors c'est de la micro-organisation, mais c'est aussi une réflexion sur l'organisation. Donc ça, c'est pour les utilisateurs. Vis-à-vis du maître d'œuvre, c'est un peu aiguillonner l'architecte à réfléchir à quoi sert son bâtiment. Je ne dis pas ça particulièrement dans le cas du projet d'Avignon, hein, mais c'est vrai que la tendance est forte des architectes de faire un geste architectural pour faire un geste architectural. Et il est bon de toujours le ramener à cette dure réalité qu'un bâtiment sert à quelque chose. On se rend compte que le travail d'architecture, j'allais dire presque d'intérieur, les architectes en fait ne savent pas faire. C'est pas leur métier.
Et donc, il faut leur donner des documents de programmation qui soient les plus précis possibles. L'architecte, si on lui impose des options architecturales de manière trop frontale, de manière trop autoritaire, finalement, il trouve le moyen détourné de les faire enlever. Donc, l'exemple le plus typique, ça a été les barrières, ce qu'on appelait les écrans verriers, qui étaient des éléments d'à peu près, initialement 1,20 m de hauteur, qui étaient censés tenir à distance le public qui attend avant de passer au guichet unique de greffe. Et je lui ai imposé ces écrans verriers, que du coup il les a très peu dessinés, donc on a eu des problèmes à l'appel d'offres parce qu'on avait des offres complètement éclatées, donc on a eu des difficultés à juger de l'appel d'offres. Bien, on a fini par trouver quelqu'un pour les faire. Et puis à ce projet de GUC s'est rajouté le problème de la signalétique. Et puis on s'est rendu compte que la signalétique, on avait évidemment de grands totems dès l'entrée pour orienter les gens à l'intérieur du palais. Et il se trouve, sans que je prête attention à ça, que l'architecte a transformé les écrans verriers en totems. C'est-à-dire les écrans verriers qui faisaient 1,20 m de haut sont devenus des choses de 3 mètres, ce qui faisait qu'évidemment, quelqu'un qui était derrière l'écran verrier ne voyait plus rien, et l'agent qui était au but ne voyait pas non plus l'entrée. Donc du coup, ils ont été livrés comme ça, et de facto, on les a déplacés sur la droite. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'écran verrier. Vous ne ferez pas faire dans des espaces comme ça, qui sont des espaces que l'architecte considère comme des espaces forts, vous ne lui ferez pas faire des choses qu'il ne veut pas faire. Et nous-mêmes, à la DGPPE, pris par d'autres choses, on n'a peut-être pas eu le temps suffisamment de s'investir à ce moment-là dans ce volet de l'opération. Ce n'est pas parce que quelque chose a été vu sur une situation de référence, ce n'est pas parce qu'elle a été traduite dans le cadre d'un cahier des charges, ce n'est pas parce qu'elle a été validée par un certain nombre d'acteurs, ce n'est pas parce que c'est dessiné en plan que ça sera forcément réalisé. Et là, il y a une vraie question que l'on peut pointer, c'est de l'intérêt justement de s'immiscer, le terme est choisi, dans chacune des phases, même si l'ergonome n'est pas forcément attendu, de telle sorte qu'on puisse vérifier dans un projet si des éléments qui sont déterminants ne sont pas sujets à disparition en cours de route, même s'ils n'apparaissent pas tout à fait prépondérants pour un acteur technique qui serait confronté soit à une difficulté de mise en œuvre, soit une problématique de gestion esthétique qui viendrait un peu en contradiction avec un attendu. La perte en ligne entre les études de l'ergonome et la réalisation pratique, bon, je trouve que elle a été assez faible sur Avignon. À mon sens, elle provient de deux choses. Elle provient de l'intervention de l'ergonome dans un projet qui était fini, donc où l'architecte avait déjà une vision de son espace, qui est quand même l'espace central du palais, très forte et très calée dans son esprit. Tout d'un coup, il y a des trublions qui déboulent dans le dispositif et qui lui disent qu'il faut que là où il avait imaginé avoir rien, on va lui mettre un cube qui fait 50 mètres au sol sur 3 mètres de haut. Donc il est clair que la réticence est grande et qu'il faut faire preuve de beaucoup de diplomatie pour l'amener à accepter ça. Et si l'architecte ne veut pas faire, malheureusement, les possibilités de lui faire faire sont assez ténues. Mais c'est sûr qu'on n'aurait jamais imposé à l'architecte de mettre une boîte opaque à cet endroit-là. Ça, c'est quelque chose qu'il aurait absolument refusé, et il aurait eu gain de cause. Et à mon avis, à juste titre. On peut imaginer qu'une intervention beaucoup plus en amont de l'ergonome permettrait de solutionner ce problème-là. On pourrait même imaginer, sur des éléments comme le guichet unique de greffe ou les mobiliers de salle d'audience, d'intégrer dès le concours d'architecture les comptes ergonomiques dans le dossier qui est remis aux concepteurs participant au concours.
bien là, quand je vois cette image, ça me rappelle un peu tout le travail qui a été fait pour en arriver là. Pour refaire un petit peu l'histoire de l'opération Le Cam, tout d'abord, on était dans un contexte en 98-99 d'un outil totalement saturé. Et on avait comme objectif donc de lui redonner de l'air en termes de capacité. Et quand on a travaillé un petit peu plus précisément sur les objectifs qu'on se fixait dans cette opération, on s'est vite rendu compte qu'au-delà de l'aspect productivité et capacité, on voulait aussi, bien entendu, travailler le côté hygiène, puisqu'on est dans l'agroalimentaire. Et puis un troisième point qui s'est vite révélé, c'était le besoin de travailler les améliorations des conditions de travail. Et là, cette image illustre bien un des points qui a été amélioré au niveau de tout ce qui est portage, au niveau et manutention, au niveau du centre de conditionnement. Beaucoup vous disent que c'est dans les crises qu'il faut investir. En tout cas, nous, on a imaginé notre projet en pleine crise, une des crises les plus difficiles que l'œuf a connues ces dernières décennies. Crise due à la dioxine, puisqu'il y avait une crise et puis une crise aussi de surproduction. On était aussi dans une période où on imaginait l'application des 35 heures. Donc il fallait absolument imaginer réorganisation du travail dans l'entreprise. Et comme on avait des opportunités au niveau du marché, on avait l'ambition d'augmenter le volume sur l'entreprise. Donc augmenter le volume et garder l'effectif en place et même un peu de recrutement, puisque dans certains ateliers, il a fallu qu'on recrute. Ce qui a, à mon avis, intéressé les partenaires, c'est l'approche qu'on avait du dossier. On n'était pas sur uniquement une approche productivité, on avait une approche qualité, donc hygiène, sécurité alimentaire, dans un contexte qui, à l'époque, était déjà au niveau médiatique très important. Et puis surtout, la particularité de cette approche autour des conditions de travail, parce qu'on partait du principe que si on voulait fidéliser notre personnel, si on voulait ne pas connaître, comme nos collègues de l'agroalimentaire, des difficultés de recrutement, il fallait qu'on soigne absolument cette partie-là. Et je peux vous dire que ça a compté dans l'approche que nos partenaires financiers ont eu du dossier. C'était une petite entreprise d'une vingtaine, trentaine de salariés, une petite entreprise familiale. Et lorsque l'entreprise a été rachetée par le groupe Boulon, brutalement, on s'est trouvé avec 100 salariés dans les mêmes locaux, donc avec toutes les difficultés que vous pouvez imaginer. Et le gros constat dans cette entreprise, c'était le problème de lombalgie. On a donc décidé avec la CRAM, avec les membres du CHSCT, de réfléchir, puisque effectivement l'entreprise s'était bien rendu compte qu'il fallait faire un projet d'agrandissement. Notre ergonome Michel Petitot de la médecine du travail aussi est intervenu pour faire une étude des postes existants, pour connaître aussi toutes les contraintes de ces postes, ce qui fait qu'on partait dès le départ avec un constat. Pour le projet, on a monté une commission qui comprenait à la fois le chef de projet, les personnes en fait, qui représentaient le centre de conditionnement dans le CHSCT, le docteur Lamour qui nous suit donc dans la médecine du travail, l'ingénieur de la CRAM, un ergonome du travail, pour en fait, avoir vraiment des compétences complémentaires. Disons que ça a été plus long que ce qu'on avait l'habitude de faire. Surtout quand on a voulu mettre de la procédure et mettre des méthodes efficaces dans cette démarche. On a dans nos entreprises l'habitude d'aller beaucoup plus vite que ça. Ça a été d'ailleurs un des points au début qui nous surprenait. Quand on a vu avec quelle minutie, avec quel professionnalisme tous les partenaires de ce dossier ont travaillé. Ça fait qu'effectivement, à la fois recenser les besoins, étudier les solutions et puis les mettre en application, ça fait que le dossier a duré effectivement pratiquement 1 an et demi. Alors mon action dans le cadre du projet, la première étape, ça a été d'aider à structurer le projet. C'était l'appui méthodologique et une phase essentielle. Ensuite, avec l'ergonome, on s'est réparti les tâches. Moi, j'ai fait un diagnostic sur les risques et lui, il a zoomé sur les postes de travail sur lesquels on pressentait qu'il y avait des atteintes à la santé plus importantes, qu'il y avait un besoin plus important. Après, on a participé de manière conjointe aux commissions
soit chacun son tour, soit en même temps ou pas du tout, parce qu'il y a des commissions où le travail se faisait tout seul. Le problème à ce poste de conditionnement des œufs, c'est-à-dire que la charge de travail physique était importante. Parce qu'à l'origine, les œufs étaient conditionnés dans des armoires. Il y avait de fortes contraintes sur le rachis dorsal. Et on avait aussi une pathologie au niveau des membres inférieurs qui rendait ce poste difficile puisque la manutention était de plusieurs tonnes par jour. Cette analyse a mis en évidence à la collectivité que ce poste pouvait être reconnu comme très pénible. Le travail de l'ergonome, donc ça a été au départ de faire le diagnostic des situations de travail et toute son analyse du travail a été réexposée à l'ensemble des participants qui ont pu se la réapproprier et donc ça a été exploité tout au long de la recherche de solutions. Quand on nous a fait part du projet, on a eu l'idée de mettre en place un questionnaire pour pouvoir répertorier toutes les difficultés qu'on avait sur nos postes de travail. On nous a fait part des travaux qui allaient se faire et puis bon, du fait qu'on était dans le CE, il y avait toujours des questions qui revenaient assez souvent et c'est de là qu'un questionnaire a été établi et ça a été vu à ce moment-là, au début du projet. Avant, on avait des armoires et on avait des piles d'alvéoles d'œufs qui étaient posées dans ces armoires-là. Donc il fallait, pour les prendre, on se baissait, ou alors monter sur un tabouret pour pouvoir les attraper en hauteur. Donc on avait beaucoup de problèmes de dos, beaucoup d'arrêts avec des personnes qui avaient des problèmes de dos. Donc l'idée de mettre des tables élévatrices et de mettre nos alvéoles d'œufs sur palette pour ne plus avoir ces mouvements répétitifs pour se baisser. Ça fait combien là ? 20 kilos. La pile entière fait 20 kilos. Mais quand on arrive en bas, c'était pas possible quelquefois de prendre la pile entière. Parce que là, c'est des gros œufs. C'est trop lourd. Donc on coupait la pile en deux et ça faisait moins lourd. Mais on était obligé de faire plus de pas pour suivre la machine. Il fallait essayer de ne pas faire de trous pour ne pas que la machine arrête. C'est ce qu'il fallait faire parce que là, il y avait des risques quand même de tomber avec la pile du tabouret, d'avoir carrément une porte comme ça sur une étagère sur la tête. Et je peux le dire, je l'ai eu, ça fait pas de bien. Il y avait un espace disponible de 40 mètres entre l'ancien atelier de conditionnement et l'unité de cuisson qui se trouvait à côté. Donc, il fallait utiliser au mieux ces 40 mètres en dépensant le moins possible. C'est la partie qui est derrière moi et qui comprend la partie conditionnement, calibrage, la partie expédition et le stockage des œufs avant cuisson. Pour les postes d'approvisionnement, il s'agissait surtout que le personnel puisse manipuler les alvéoles à hauteur. Donc il fallait passer par des tables élévatrices. On a créé 2 fosses parce qu'une seule table n'aurait pas permis d'alimenter en continu la machine. À l'usage, il s'est avéré que passant 2 lots de producteurs différents sur la machine, il fallait une 3e table. La 3e palette est quand même mise à niveau, les gens n'ont plus à se baisser. Par contre, ils ont encore les premières alvéoles à prendre en hauteur. La première étape de la construction palette, ça a été de travailler sur une solution mixte. On a cherché à pouvoir élever, mettre à niveau aussi bien une armoire qu'une palette. Ça a donné une usine à gaz. Donc le passage en palette s'est fait parce que le conteneur et la palette n'avaient pas le même encombrement. Lorsque l'on baissait le conteneur, on se retrouvait avec une petite fosse de 30 cm sur 1 mètre de profondeur
donc un endroit très dangereux. Donc on n'a pas trouvé d'autre solution que de généraliser la palette. Ce parc d'armoires qui représentait quand même 500 armoires n'était pas amorti. L'achat de palettes, disons, n'étant pas très onéreux, on a pris la solution parce que c'était la solution qui s'imposait. Donc là, la décision a été prise par le chef de projet, on fait. Donc nous, notre rôle à ce moment-là a été de l'accompagner dans la réalisation de cette solution. Donc là, on a rappelé, on a réétudié le poste de travail, on a étudié sur plan, on a fait des simulations avec les opérateurs et on est arrivé à définir les solutions ensemble. La démarche pour trouver des solutions a été assez longue et finalement on a opté pour l'utilisation uniquement de palettes. Il a fallu donc modifier certaines installations, notamment les entrées, dans les poulaillers. Donc on voit bien qu'à partir d'un poste individuel de travail, qu'il a fallu élargir la situation, avoir une vue globale des choses et intégrer ce poste de travail à l'ensemble de l'organisation du centre de conditionnement, mais aussi que ça débordait aussi sur le ramassage, le travail des transporteurs. La calibreuse standard ne correspondait pas au schéma de flux qu'on avait discuté en commission de CHSCT. Donc il a fallu que j'obtienne du constructeur qu'il inverse l'alimentation de la table pour pouvoir ensuite implanter les tables élévatrices. On a fait 2 inversions sur cette alimentation de machine. Disons que la machine était présentée très compacte par le constructeur. Nous voulions que pour des problèmes de nettoyage, justement, la partie alimentation de la machine soit un peu à l'écart de la partie calibrage et conditionnement. J'ai travaillé en étroite collaboration avec le cabinet d'engineering à Grossept. Ce sont des gens qui étaient spécialisés dans l'agroalimentaire et qui étaient ouverts à toute suggestion. En avril, je crois, 1997, j'ai été contacté par la société Le Cam pour effectivement un projet d'agrandissement, d'extension et de modernisation. Donc il y a eu une démarche avec différents intervenants et quelques institutionnels, notamment je pense à la CRAM de Bretagne, à la médecine du travail, et une implication toute particulière des représentants du personnel de la société Le Cam. À partir de ce moment-là, des objectifs ont été définis d'amélioration. Et nous, en tant que concepteurs dans la partie proprement dite bâtiment et fonctionnalité, nous avons, je vais dire, développé des solutions d'amélioration qui portent notamment ici sur le confort du personnel dans la ventilation et l'éclairage. Donc avec l'ergonome, je vais dire que c'est la première fois que nous avons travaillé avec un ergonome ici, M. Petitot. Ce qui est vrai, c'est qu'on a un décortiquage qui est fait. Un décortiquage au niveau des postes de travail et qui permet effectivement d'être sensibilisé aux problèmes qui se posent et je vais dire à l'amélioration de ce poste. Donc ça veut dire qu'il y a eu 18 mois d'études pour 6 mois de réalisation. Je veux dire que la part de l'étude a été très importante parce qu'effectivement il a fallu être à l'écoute des gens, en faire une application. Et l'on s'aperçoit que quand on fait de la conception c'est d'abord de l'étude, ce n'est pas de la réalisation. Donc je veux dire que ce facteur temps est essentiel, je veux dire dès l'instant où on veut s'occuper du projet, voir une réalisation qui réponde à l'attente du client et de son personnel. Alors en tant qu'ergonome d'un service de médecine du travail, on ne participe pas directement aux décisions. Nous sommes là en titre de conseil et pour analyser les situations et les possibilités avec la hiérarchie de l'entreprise. Et on a travaillé bien en commun, ça a été très riche pour les uns comme pour les autres, et c'est ça qui a permis aux décideurs de faire son choix.
On a bien entendu eu des collaborations avec l'architecte au cours de nombreuses réunions, notamment pour implanter les postes de travail, mais aussi pour voir toutes les conditions des facteurs d'ambiance, comme l'éclairage, comme la climatisation, comme les couleurs, comme les flux, l'emplacement de différentes salles, de différentes machines. Et la quasi-totalité des suggestions qui ont été émises par nous, par les groupes de travail, ont été prises en considération. La production ne s'est jamais arrêtée. Dans un centre de conditionnement, les poules pondent 365 jours par an. J'avais quand même délaissé une partie de la production, mais je m'occupais encore des achats et de toute la maintenance. Il y a eu des moments très très difficiles parce que lorsqu'il a fallu creuser sous ces fosses pour les tables élévatrices, le personnel travaillait à proximité de ces fosses, derrière une bâche, sans association des différents acteurs de l'entreprise. Je pense qu'on n'aurait pas pu continuer à produire parce que je pense que les gens ont travaillé dans des conditions trop difficiles. Et d'autre part, à la mise en service des nouveaux équipements, nous n'aurions pas eu le même rendement. C'est vrai que le travail a changé. L'activité est toujours occupée aujourd'hui à 50% par des femmes, ce qui montre bien, parce que c'est un des objectifs, que le travail, que la charge du physique est encore acceptable par des femmes. Donc pour nous, c'est un des témoins comme quoi le risque ne s'est pas complètement déplacé. Il s'est déplacé, mais il est resté, à mon avis, dans une dimension acceptable. Le nouveau poste a donc diminué fortement les contraintes de flexion du dos, puisque, comme vous l'avez vu, donc les salariés prennent les alvéoles à hauteur, mais c'est un poste qui nécessite quand même une certaine rapidité d'exécution. Au départ, il était question de supprimer le poste de mirage manuel. Donc ce poste a été amélioré, mais on l'a quand même conservé, les salariés tenant ce poste qui leur permet d'avoir une activité un peu différente. Si j'avais à reprendre ce projet, je souhaiterais une concertation plus élargie. Je pense que l'encadrement du centre de conditionnement ne s'est pas suffisamment impliqué dans ce projet. Et je pense qu'il faut également impliquer davantage de personnes. Il aurait été souhaitable qu'il y ait des opérateurs à chaque réunion de commission, en dehors du personnel de CHSCT. Alors, en ce qui concerne les cadres, effectivement, l'entreprise continuant à travailler, c'est pas facile de mobiliser tout le monde, surtout que quand on regarde sur cette période d'1 an et demi, le nombre de réunions qu'il a fallu faire, de concertation, je pense que si c'était à refaire, on ferait sans doute des efforts en termes de recrutement ou en termes pour étoffer justement cette partie maîtrise et encadrement, pour pouvoir libérer les gens, parce que c'est peut-être aussi un des points faibles de notre dossier, c'est que les cadres au tout début n'ont pas eu suffisamment de temps pour participer à toute la démarche.
C'est plutôt un décortiquage facile ou... Voilà, ça va, c'est pas trop dur. Hein. Pas trop dur ça? Non, ça va. Non, c'est pas les plus durs. Hein. C'est le moment on a des boîtes. Ça dépend le carton, ça dépend la coupe. Ouais. Là, ça va. Il n'est pas très épais celui-ci. Non, ça va. Il est normal. Ça dépend des conducteurs de machine, ce que je vous dis tout à l'heure. Avec pas tous de la même façon. Et le décortiquage sur machine, vous en faites aussi? Il y a longtemps, j'en ai fait. Sinon, j'en fais aussi. Et vous préférez quoi alors? Plutôt ça ou plutôt sur machine? Bien derrière colleuse. Vous préférez sur colleuse? Oui. Ouais. Ça va pas? Mieux. C'est mieux. Parce qu'on ne fait pas les gestes que l'on fait là. Parce qu'on met directement sur la table. Là, on fait des gestes inutiles. Là. Parce que là, il faut se retourner, se mettre dans la caisse. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Hein. Et à la fin de la journée, vous ressentez ça? Ah bah oui, on est quand même fatigué. Hein. Bonjour. On verra tout de suite. Oui. En fait, vous avez une plainte à déposer. Il s'agit de quoi? Prestation de serment, il faut faire votre demande au tribunal d'instance. Alors, TGI, là on indique. Pourtant, je crois que c'est le tribunal d'instance qui est compétent. Je vais vous demander de prendre l'ascenseur au fond à droite et vous montez au TI au 3e étage. Alors, vous avez les escaliers juste à côté. Hein, vous avez les escaliers sur la porte à côté par rapport à l'ascenseur. Au 3e, au tribunal d'instance, je pense que c'est eux qui sont compétents pour ça. Comment dirais-je, dans mon abri à bois, je n'avais que 340. Alors j'ai pris les photos, enfin j'ai... Oui. Oui, oui, oui. Donc vous aviez payé ceci et on vous a livré quasiment à la moitié, on va dire. Donc vous avez payé ce montant-là et on vous a livré que la moitié de ce que vous aviez commandé malgré le fait que vous avez payé l'intégralité. Est-ce que vous avez fait une mise en demeure par courrier? Alors je viens de voir la protection juridique, j'ai téléphoné au juriste à Paris et qui m'a dit justement de mise en demeure de vous livrer le restant ou de vous rembourser la somme. Non, je préfère le boire. Alors, ce que vous pouvez faire, vous habitez à Nîmes, vous? Et la personne contre qui vous déposez plainte habite à Nîmes. Vous pouvez faire une déclaration au greffe, monsieur. Ce que je comptais envoyer au procureur de la République. Oui. Et là, j'ai la photocopie de la lettre recommandée que je lui ai envoyée. Parfait. Le mettez en demeure d'avoir à vous livrer le restant. Alors attendez, je vais chercher un imprimé que je vais vous montrer. Elle m'a dit elle met du blanc et elle met la bonne adresse. Elle m'a dit vérifier. Voilà. Donc ça, c'est les courriers. On va dire que c'est plutôt le litige pénal, là. Hein. C'est le procureur. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, puisque vous l'avez mis en demeure d'avoir à vous livrer l'intégralité, Il m'a envoyé sur les roses. ça s'appelle une déclaration au greffe. Donc ça devient civil, ça. C'est devant la petite juridiction, c'est devant le tribunal d'instance. Parce que j'avais relevé. On m'a obligé, disons, à me pencher dans le Pardon? Excusez-moi. Vous allez comme pour les marchandises pesées, etc. Et c'est en application de ça. Parce que, bon, Parfait. C'est quoi? C'est des articles du code civil, ça? Ouais.
Parfait, ben voilà. Donc là, je vous parle d'un litige civil, justement. Alors, ça s'appelle une déclaration. D'accord. Vous allez remplir cet imprimé. D'accord. Hein, c'est le tribunal d'instance de Nîmes qui est compétent. Vous, demandeur, défendeur, objet de la demande. Donc, vous expliquez, c'est la personne qui ne vous a pas livré. Hein, c'est lui le défendeur. L'objet de la demande, succinctement. Et vous joignez ces pièces à l'appui de votre demande.